Bonsoir à tous. Après avoir fait le tour sur les nouveautés et les dernières recommandations de la cardiomyopathie hypertrophique de l'American Heart Association 2020, on va s'intéresser un peu à l'imagerie et on va aborder dans ce topo l'intérêt de l'échocardiographie dans le diagnostic et la prise en charge de la cardiomyopathie hypertrophique. Commençons par un petit cas clinique pour introduire notre question. Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans. C'est un jeune sportif. Il pratique du sport 4 fois par semaine. Il n'a aucun antécédent personnel ou familial. Il consulte au pavillon des urgences pour une douleur thoracique atypique. L'examen cardiologique ne montre pas de souffle systolique à l'auscultation. La pression artérielle était légèrement élevée. Elle était à 150-100. Il avait un bilan biologique qui était parfaitement correct. L'électrocardiogramme qui est partagé sur votre écran montre une hypertrophie ventriculaire gauche qui est assez marquée, avec des troubles de repolarisation, des ondes de T négatives qui sont profondes, symétriques dans le territoire latéral. Bon. Une écho-cœur a été réalisée chez ce patient. Elle montre une hypertrophie ventriculaire gauche très marquée, asymétrique, prédominant au niveau de la paroi septale. Sur la coupe petit axe, on voit toujours une hypertrophie ventriculaire gauche asymétrique, prédominant au niveau de la paroi septale et débordant au niveau de la paroi latérale. Sur la 5 cavité, qui montre toujours une hypertrophie ventriculaire gauche, il n'y avait pas, donc l'étude de la valve mitrale ne montrait pas une anomalie de la structure valvulaire. Et si on voit bien, donc il n'y a pas de mouvement systolique anormal de la valve mitrale antérieure. Un Doppler couleur réalisé chez lui ne montre pas d'aliasine, donc il n'y avait pas d'obstruction au repos. La question qui se pose chez ce patient, c'est de savoir quelle est la cardiopathie responsable de douleurs thoraciques chez lui. Et donc, pour répondre à cette question, l'interrogatoire, l'examen clinique et la biologie jouent un rôle important, mais l'écho-cœur joue un rôle fondamental dans le diagnostic de la cardiomyopathie hypertrophique. En effet, le diagnostic positif de cette cardiomyopathie hypertrophique se fait à l'échographie transthoracique en coupe petit axe, donc en balayant de la base jusqu'à l'apex, en calculant le diamètre maximal des différentes parois du ventricule gauche. On pose le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique si on a un diamètre maximal qui dépasse les 15 mm chez un patient qui n'a pas d'antécédents familiaux de CMH, ou bien de 13 mm chez un patient qui a des parents de premier degré atteints de CMH. Donc, cette mesure se fait en télédiastole, bien sûr. Il est très intéressant de rechercher si cette hypertrophie est asymétrique ou symétrique, parce que cette recherche nous orientera vers des étiologies bien déterminées. Si on parle d'hypertrophie septale asymétrique, si on a un ratio septal de la paroi septale sur la paroi postérieure supérieur à 1,3 chez un patient normotensif et au-delà de 1,5 chez un patient hypertensif. La cardiomyopathie hypertrophique asymétrique est vraiment fréquente dans la CMH sarcomérique et la concentrique est fréquente dans les CMH non sarcomériques, dites des phénocopies, telles que l'amylose, maladie de Fabry, la maladie mitochondriale, etc. Mais ce n'est pas une règle. On peut avoir une CMH non sarcomérique avec une cardiomyopathie hypertrophique asymétrique. Le diamètre maximal est très important à déterminer parce que, d'une part, il joue un rôle dans la stratification du risque de mort subite tel qu'il est bien déterminé dans les différents scores de mort subite. On doit aussi déterminer la localisation de cette hypertrophie et son étendue. Dans les années 80, M. Marant a déterminé une classification de cette hypertrophie en se basant sur la localisation de celle-là. Il a mis en évidence 4 types. Le type 1, il s'agit d'une hypertrophie qui est très localisée au niveau septal. Généralement, c'est la partie basale du septum interventriculaire.
Le type 2, il s'agit d'une hypertrophie qui intéresse tout le septum, mais uniquement le septum. Quant au type 3, qui est la forme la plus fréquente et la plus répandue, il s'agit d'une hypertrophie qui intéresse le septum et une autre paroi, généralement la paroi latérale. Le type 4, c'est les autres cardiomyopathies, en l'occurrence la cardiomyopathie hypertrophique apicale. Voici les différents paramètres qu'on doit évaluer dans la cardiomyopathie hypertrophique, qu'on détaillera au fur et à mesure dans ce topo-là. Commençons par l'évaluation de l'obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche. Cette évaluation est très importante, d'une part, parce qu'elle a un intérêt thérapeutique et d'autre part, elle a un intérêt pronostique. Elle fait partie intégrante de l'évaluation du risque score de mort subite. Cette évaluation se fait en coupe 5 cavités, en Doppler continu, en calculant le gradient maximum et non pas le gradient moyen. On parle de CMH obstructive lorsqu'on a un gradient maximum qui dépasse les 30 mmHg. Et on parle de CMH obstructive hémodynamiquement significative lorsqu'elle dépasse les 50 mmHg. Il faut savoir que ce gradient est variable d'un jour à l'autre. Il est variable en fonction des conditions de charge, en fonction de l'effort, mais surtout, il est très fortement corrélé aux symptômes. Dans un tiers des cas, ce gradient est retrouvé au repos. Comme parfois on ne le retrouve pas au repos, on peut le démasquer par les manœuvres de provocation telles que c'est démontré ici par la manœuvre de Valsalva, ou bien une écho de stress. Comme cet exemple, comme je vous le montre dans cet exemple, c'était un patient qui était symptomatique avec un gradient maximum au repos qui était à 8 mmHg. Au pic de l'effort, ce gradient est monté jusqu'à 34 mmHg et en récupération active, le diamètre est monté jusqu'à 110 mmHg. Ce qui sous-entend qu'il ne faut pas arrêter l'écho de stress brutalement parce qu'il y a des formes de CMH obstructive qui sont démasquées à la récupération active. Il faudrait aussi rechercher et s'intéresser au mouvement systolique anormal de la valve mitrale, comme c'est montré dans cette illustration, où on voit que la valve mitrale, elle est complètement accolée, c'est un SAM qui est complet au septum interventriculaire, créant ainsi une obstruction avec un aliasing, comme je vous le montre ici au Doppler couleur. Voilà. Passons maintenant à la fonction systolique. L'évaluation de la fonction systolique dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique reste un challenge. Pourquoi? Parce que la contractilité radiale reste très longtemps préservée, voire augmentée dans cette pathologie-là. Et donc, si on calcule juste la fraction d'éjection du ventricule gauche, on peut avoir une fraction d'éjection qui est très longtemps conservée, alors que la fonction, il y a déjà une dysfonction systolique qui s'est déjà installée. D'où l'intérêt d'étudier le strain longitudinal du ventricule gauche, qui va étudier la contractilité longitudinale et cette contractilité est très précocement altérée dans la fonction systolique. J'attire votre attention sur la FE. Une FE inférieure à 50 chez un patient qui a une CMH est une FE déjà très altérée. Il s'agit d'une dysfonction VG très sévère. Il faudrait prendre en charge ce patient de manière médicale de façon intensive et elle a d'ailleurs un intérêt pronostique. Elle est intégrée dans le nouveau score de risque de mort subite de l'American Heart Association 2020. Pour le strain, cette étude s'est intéressée à voir la distribution de l'altération du strain en fonction des différents types de cardiomyopathie hypertrophique selon la classification de Marron. Donc, elle a montré différents aspects de ce strain. Donc, il y avait un strain qui était altéré en fonction au niveau des zones d'hypertrophie en fonction des différents types. Voilà. Donc, et il y a c'est-à-dire le strain où il était le plus altéré, c'était le type 3. Pourquoi? Parce que probablement, il y avait un nombre de segments hypertrophiés plus important, il y avait des pressions de remplissage qui étaient plus élevées et des anomalies de pression artérielle à l'effort, une réponse de pression artérielle à l'effort beaucoup plus atteinte par rapport aux autres types.
En plus du rôle de ce strain dans la détermination très précoce de la dysfonction systolique du ventricule gauche, l'aspect du strain peut nous orienter vers des étiologies bien déterminées. Comme je vous le montre ici dans cette illustration, ce strain présente un aspect très particulier. On a une altération du strain au niveau des segments basaux et médians, avec une préservation au niveau de la partie apicale, avec un gradient base-apex. C'est ce qu'on appelle l'aspect oncocarde ou bien l'apical spreading, qui est très, très évocateur d'amylose cardiaque. En bas, on voit qu'il y a un strain qui est vraiment très altéré au niveau de la région inféro-latéro-basale, alors qu'il est bien, c'est-à-dire qu'il est conservé dans les autres segments. Il s'agit d'un strain qui est évocateur de la maladie de Fabry. En plus de l'intérêt diagnostique et l'intérêt dans l'orientation étiologique, il y a une relation étroite entre le degré d'altération du GLS et la fibrose. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que plus il y avait de la fibrose et plus le GLS était altéré. Et il y a beaucoup d'études qui ont été publiées. Ils ont montré que ce GLS avait un intérêt pronostique. Par rapport au cut-off c'est-à-dire l'intérêt pronostic, il n'a pas été bien déterminé, mais retenez que déjà un GLS inférieur à moins 15 est un facteur de mauvais pronostic. Il est associé à une évolution de très mauvais pronostic, surtout en ce qui concerne le risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque et en ce qui concerne les troubles rythmiques. Maintenant, on va étudier l'OG. Donc, le diamètre de l'OG est important à rechercher dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique. Pourquoi? Parce qu'il a été utilisé déjà dans l'assessment du risque score dans la CMH publiée en 2014, quoique ce diamètre antéro-postérieur n'est pas vraiment très corrélé à la taille de l'OG, parce qu'on peut avoir c'est-à-dire un remodelage de l'OG qui peut être excentré, et donc on peut avoir un diamètre antéro-postérieur qui va sous-estimer cette taille de l'OG. C'est pour cela qu'il faudrait calculer le volume de l'OG en deux caves et en quatre caves et l'indexer comme c'est montré ici dans cette diapositive-là. Mais il n'y a aucune étude qui a démontré l'intérêt d'utiliser ce volume de l'OG dans l'assessment du risque de mort subite. Un autre point, c'est que le diamètre antéro-postérieur est corrélé avec le risque thromboembolique. Lorsqu'on a un diamètre au-delà de 45 mm, on doit faire des holters périodiques à la recherche de FA paroxystique. Et il y a des études qui ont démontré qu'un diamètre au-delà de 50 mm, même chez un patient au rythme sinusal, il faudrait anticoaguler ce patient-là parce qu'il a un risque thromboembolique vraiment très important. Un petit point je vais parler un petit peu sur le strain atrial. Il y a des études qui ont démontré que le strain atrial était très altéré de manière très précoce dans la cardiomyopathie hypertrophique, mais ça reste dans la recherche et il n'y a pas d'études qui ont validé son utilisation formelle dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique. Il n'est pas utilisé dans la pratique courante. En ce qui concerne la dysfonction diastolique, il faudrait être très prudent dans la CMH. Par exemple, si on prend ce E sur E', il faut savoir que les vélocités tissulaires, systoliques et diastoliques dans la cardiomyopathie hypertrophique sont altérées à un stade très précoce. Donc, chez un patient en cardiomyopathie hypertrophique, on peut avoir un E sur E' qui dépasse les 15 alors que les pressions de remplissage sont correctes. Donc, il faudrait être très prudent dans l'évaluation de ces pressions de remplissage. En se basant sur les recommandations américaines et européennes de l'imagerie, on utilise 4 points pour évaluer cette dysfonction diastolique. Le E sur E' avec un cutoff au-delà de 14, le volume de l'OG indexé au-delà de 34, la durée de A pulmonaire moins la A mitrale supérieure ou égale à 30 millisecondes et la vitesse de l'IT maximale au-delà de 2,8. Si on a plus de 2 paramètres qui sont retrouvés, c'est-à-dire 3 ou 4 paramètres retrouvés,
on a une dysfonction diastolique grade 2 avec des pressions de remplissage élevées. Mais si on a moins de 2 paramètres, on a une dysfonction diastolique grade 1 avec des pressions de remplissage correctes. Et la présence de 2, donc 2 paramètres, il faudrait rechercher d'autres éléments. La fonction, c'est-à-dire l'évaluation des pressions de remplissage reste indéterminée. Si on a un profil restrictif avec un E sur A supérieur ou égal à 2 avec des vélocités E' septale et latérale très altérées, il s'agit d'une dysfonction diastolique grade 3 avec des pressions de remplissage très élevées. Et j'insiste sur ce point parce que si on a un profil restrictif chez un patient qui a une cardiomyopathie hypertrophique avec une FE conservée, c'est un critère de très mauvais pronostic. Donc, il faudrait aussi, bien sûr, évaluer la valve mitrale. Il faut savoir que dans la cardiomyopathie hypertrophique, surtout la sarcomérique, on peut avoir une anomalie organique de la valve mitrale. Regardez ici, on peut avoir des anomalies d'insertion des muscles papillaires qui peuvent même contribuer à la formation de l'obstruction de la chambre de chasse du VG. On peut avoir anomalie d'insertion des cordages, on peut avoir des anomalies des valves mitrales, des élongations de valves mitrales, des prolapsus, des excès de tissu qui sont très, très importants et évalués dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique parce qu'ils ont un intérêt thérapeutique et une orientation étiologique. Généralement, ces anomalies organiques sont retrouvées dans la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, alors que dans les cardiomyopathies hypertrophiques non sarcomériques, c'est-à-dire les phénocopies, on a beaucoup plus des épaississements des valves. Donc, je vais présenter un cas particulier de cardiomyopathie hypertrophique. C'est la cardiomyopathie hypertrophique apicale qui reste de diagnostic difficile, qui peut même prêter confusion avec un syndrome coronaire aigu. Parce que le patient, il peut se présenter pour une douleur thoracique typique. On va voir le CG, on va voir ses troubles de repolarisation. On fait une échocardiographie vite fait. On passe à côté d'une hypertrophie apicale, on peut aller même vers la coronarographie. Donc, faites attention à la cardiomyopathie hypertrophique apicale. Donc, ici, dans cette image, on voit qu'il y a un comblement de l'apex. L'écho de contraste réalisé ici, d'ailleurs, c'est parmi les indications de l'écho de contraste, on voit qu'il y a une petite formation d'anévrisme apical. En effet, cet anévrisme apical est corrélé avec un mauvais pronostic. D'ailleurs, il fait partie des nouveaux facteurs de risque score de mort subite publiés dans l'American Heart Association 2020. On peut avoir une hypertrophie biventriculaire, c'est-à-dire une hypertrophie du ventricule gauche associée à une hypertrophie du ventricule droit. L'évaluation du ventricule droit se fait dans la coupe sous-costale. Donc, on prend le diamètre du VD en télédiastole, le cutoff étant supérieur ou égal à 5 mm. Cette hypertrophie ventriculaire droite, elle peut nous orienter vers des étiologies bien déterminées. Si on a cette hypertrophie ventriculaire droite associée à la CMH chez un sujet, un enfant, avec une dysmorphie particulière, donc une petite taille, ça nous oriente vers un syndrome de Noonan. Chez un sujet adulte, jeune, ça peut nous orienter vers la maladie de Fabry. Et chez un sujet plus âgé, au-delà de 55 ans, ça peut nous orienter vers l'amylose cardiaque. Ce tableau résume certains aspects échocardiographiques spécifiques qu'on peut retrouver dans les différentes étiologies de cardiomyopathie hypertrophique que je vous invite à lire attentivement à tête reposée. Je vais traiter quelques exemples. Voici un exemple d'étiologie spécifique qui est l'amylose. On peut s'orienter vers le diagnostic d'amylose en plus de la CMH qui est constrictive par un aspect scintillant du ventricule gauche, un épaississement du septum interauriculaire, l'épaississement des valves auriculo-ventriculaires, des épanchements péricardiques de petite ou bien de moyenne abondance et, comme je l'ai déjà dit, un aspect en cocarde du strain. Voici un exemple du syndrome de Noonan, qui est un syndrome qui se voit chez le petit enfant, qui associe
une petite taille, une dysmorphie faciale très spécifique et des anomalies congénitales cardiaques associées. Les deux anomalies congénitales associées les plus fréquentes étant la CMH et l'obstruction de la chambre de chasse du bébé. Donc, devant une CMH avec une HVD avec un aspect particulier chez un enfant, pensez au syndrome de Noonan. Je vais dire un petit mot sur la place de l'ETO et l'écho 3D dans la cardiomyopathie hypertrophique. Leur utilisation reste très restreinte. L'ETO est utilisé chez un patient qui va subir une myomectomie septale pour confirmer le mécanisme de l'obstruction de la chambre de chasse du VG, pour guider la stratégie thérapeutique et pour surveiller les complications post-chirurgicales. Elle doit être considérée lorsque le mécanisme de cette obstruction est non clair, ou bien lorsqu'on a une imagerie en préopératoire qui est suboptimale et lorsqu'on suspecte une insuffisance mitrale d'origine intrinsèque par anomalie de l'appareil valvulaire ou sous-valvulaire pour bien évaluer l'appareil, pour bien évaluer cette valve mitrale-là. L'ETO a montré qu'elle avait une place potentielle dans l'évolution préopératoire. En effet, cette échographie 3D permettra une évaluation spatiale du VG. Elle permettra d'évaluer de manière très ponctuelle l'épaisseur du septum, le degré de contact de la valve mitrale avec le septum interventriculaire, ainsi que l'angle formé aortoseptal. Comme notre patient, il avait une tension artérielle qui était élevée, il était sportif, comment peut-on faire la distinction entre cette cardiomyopathie hypertrophique, la cardiopathie hypertensive et le cœur d'athlète? En fait, la CMH, l'hypertrophie dans la cardiomyopathie hypertrophique est asymétrique, elle est souvent très importante, avec un petit ventricule gauche, c'est-à-dire une petite cavité ventriculaire gauche, contrairement au cœur d'athlète qui présente une hypertrophie ventriculaire qui n'est pas vraiment très importante, qui est adaptative au sport, avec une dilatation du ventricule gauche qui est vraiment proportionnelle à cette hypertrophie. Et qui est, bien sûr, c'est une HVG qui est concentrique, comme la cardiopathie hypertensive. La dilatation de l'OG, elle est souvent présente dans la cardiomyo hypertrophique. Elle peut être présente dans la cardiopathie hypertensive, alors que dans le cœur d'athlète, on a une oreillette gauche qui est normale. Les anomalies des valves, comme je l'ai déjà dit, est très évocatrice d'une cardiomyo hypertrophique sarcomérique, alors qu'elles ne sont pas atteintes dans les autres étiologies. Cette hypertrophie ventriculaire gauche, elle peut régresser sous traitement thérapeutique dans la cardiopathie hypertensive, elle peut régresser chez le patient sportif s'il y a un déconditionnement, et généralement, elle ne régresse pas dans la cardiomyopathie hypertrophique sous traitement. Voilà, pour résumer, les différents critères échographiques qui sont utilisés pour évaluer le risk score de mort subite. En 2014, c'est-à-dire l'ESC, les recommandations de l'ESC utilisent 3 critères échocardiographiques. Ils utilisent le diamètre de la paroi maximale du VG en télédiastole, le diamètre antéro-postérieur de l'oreillette gauche, ainsi que le gradient maximal de la chambre de chasse du VG. Et il y a eu, en 2020, 2 éléments qui ont été intégrés, qui est la FE inférieure à 50 et l'anévrisme apical. Comme take-home messages, l'échocardiographie joue un rôle primordial dans le diagnostic de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire l'orientation étiologique, et dans le pronostic, c'est-à-dire l'évaluation du risque de mort subite chez ces patients-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Mouzaoui pour ton excellent exposé. Félicitations. Tu as fait une très belle revue de la littérature et de la situation. Donc on reste un petit peu à l'écho. Et bon, celui qui veut poser une question, lève la main. C'est surtout avec l'écho, Mouzaoui a bien fait le tour de la question avec des mises au point intéressantes. Une belle iconographie, et on va commencer par notre échographiste qui connaît bien le sujet. Il faut
hein, qu'il a eu même à l'examen, le docteur Harbi. Vas-y, Harbi, vas-y. Oui, bonjour. Vas-y. Ben, j'ai pas de questions à part lui dire bravo à Mousaoui parce qu'elle a vraiment tout dit. Elle a vraiment tout dit et c'est vraiment une question. Par contre, pas à pour l'échographe, par rapport au sujet à l'échographie. On reste à l'écho. On va. Bon, c'est juste par rapport au score, à l'évaluation du risque. Est-ce que le score est applicable même pour l'amylose? Ça, c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne sais pas si vous avez assez cherché pour me dire est-ce que ce score on peut l'utiliser en cas d'amylose ou c'est un score ou alors c'est un score spécifique à la CMH sarcomérique. Bourahla, notre spécialiste de la CMH qui va bientôt terminer sa thèse sur la CMH. Bourahla, vas-y. Bonsoir tout le monde. Je remercie les personnes qui ont présenté. Non, c'était excellent, surtout la présentation de Mousaoui, elle a été très très bien faite, donc ordonnée, tout ça. Seulement dans le diagnostic et l'évaluation échocardiographique de la cardiomyopathie hypertrophique, justement, on parle aussi de l'insuffisance mitrale, qui est souvent dynamique dans la cardiomyopathie hypertrophique, souvent en rapport avec le SAM. Par contre, quand on évalue, il y a deux types donc de flux. Il y a le flux de l'obstruction sous-aortique qu'elle a montré, qu'elle a détaillé, et puis il y a le flux de l'insuffisance mitrale qui est télésystolique postérieure quand il est dû à un SAM en rapport avec les anomalies de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire. Et ça a été un petit peu bien décrit dans les recommandations américaines, chose qui n'a pas été bien faite justement avec les recommandations européennes. Donc, il y avait ça. Après, pour l'évaluation, donc, justement, les diamètres de l'oreillette gauche et le volume de l'oreillette gauche. Il n'y a pas eu d'études pour les oreillettes gauches concernant le volume, mais par translation, ils ont considéré les 34 millilitres par mètre carré par rapport aux autres études qui ont été faites. Donc, sur la CMH, ça n'a pas été évalué. Alors, pour la question justement peut-être de Harbi, pour l'amylose et pour les autres cardiomyopathies hypertrophiques, donc le score de l'ESC, il est adopté juste pour la cardiomyopathie sarcomérique, hypertrophique sarcomérique. Après, donc la CMH, les autres, c'est le traitement étiologique, éthiopathogénique. Par exemple, il y a la maladie de Fabry, il y a l'amylose, tout ça. Donc, il faut s'orienter sur le traitement de la cause. Après, il y a quelques cardiomyopathies hypertrophiques, par exemple, les autres mitochondriales, celles de l'enfant, surtout les cardiomyopathies hypertrophiques de l'enfant. Celle-là, quand l'hypertrophie elle est importante, quand le patient il fait des troubles du rythme ventriculaire graves, quand il fait des syncopes, là, on s'oriente, on fait par translation aussi, on peut implanter un défibrillateur sans que ça soit vraiment adopté, le score européen ne soit parfaitement adopté. Alors, si je reviens aussi sur la présentation de Brani, qui a été après. OK. On continue avec l'écho. Amrouche. Voilà. Amrouche, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation. Donc, moi, je voulais lui poser une question à Dr Mousaoui. Pourquoi est-ce que dans la CMH, on prend le gradient max et pas le gradient moyen? Ça, c'était ma première question. Et je voulais lui demander pourquoi vous n'avez pas parlé de la nouvelle classification concernant la forme de l'hypertrophie lorsqu'elle est classique et que le septum est hypertrophié au niveau sous-aortique, donc une forme en S.
cette forme-là est beaucoup plus souvent associée à la CMH sarcomérique, elle est de meilleurs pronostics, ça nous oriente vers les tests génétiques. Il y a 5 types et tout, et je ne sais pas si cette classification n'est plus utilisée, peut-être, c'est pour ça qu'elle ne nous en a pas parlé. J'aurais voulu savoir. Voilà, merci. Merci Amrouche. Allez, réponds, Katia Mouzaoui. Vas-y.